Bonjour à tous. Marianne est là. Il est 6 heures, donc nous ouvrons Très bien. ce troisième webinaire de la rentrée qui va être un petit peu spécial parce que pour une fois, je ne vais pas poser de questions avant la conférence de Marianne Souquet. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que Marianne est venue avec un PowerPoint qu'on va voir tout à l'heure et qui permettra de dérouler aussi pour les visuels, de pouvoir accompagner ta conférence sur les courants de la médiation. Alors, en attendant, vous êtes plus de 150 inscrits, donc pour le moment, vous êtes à peu près une soixantaine. On va attendre encore quelques minutes et je vais donner quelques précisions pour les personnes qui rentrent afin que vous soyez un petit peu au clair sur la manière dont ce webinaire va se passer. Ceux qui sont habités au webinaire du CEMA, eh bien, vous êtes déjà au courant. Et les autres, on va vous mettre au courant. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez le chat pour pouvoir poser des questions. Et je relayerai les questions à Marianne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que donc, il n'y a que Marianne et moi qui sommes visibles. Surtout Marianne, d'ailleurs, qui va parler bientôt. Et la conférence de Marianne durera à peu près 1 heure, de telle sorte que vous ayez la possibilité qu'on relaie vos questions, que je relaie vos questions. Alors, a priori, c'est en fin de conférence. Mais s'il y a des questions qui collent directement à ce que dit Marianne, on s'est mis d'accord toutes les deux sur un petit message secret, de telle sorte qu'elle fasse une petite pause et que l'on puisse l'interrompre de telle sorte qu'elle réponde à vos questions en direct. L'application Zoom qu'on utilise ne permet pas malheureusement que vous soyez visible et en même temps, si vous êtes plus de 150 à visible, ça peut être un petit peu compliqué. D'où le fait qu'on ait choisi l'écrit. Et je vous remercie, comme vous êtes déjà en train de le faire, de nous indiquer la ville ou la localité à partir de laquelle vous vous connectez. Une des grandes chances qu'on a avec ces webinaires, c'est le cadeau caché de l'affaire, c'est que non seulement on a souvent toute la France entière, mais plusieurs pays en Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Donc ça donne une véritable audience aux passionnés de la médiation, qu'ils soient médiateurs ou qu'ils soient simplement intéressés par les modes amiables. Vous avez donc le chat et vous avez également en bas, donc pour tout le monde, converser ou chat, je ne sais pas dans quelle langue c'est pour vous, et vous avez aussi le Q&A. Q&A, c'est les questions-réponses. Alors, j'essaierai moi-même de répondre à certaines questions si c'est nécessaire d'ordre pratique, pratico-pratique, et j'essaierai dans la mesure du possible, comme je vous l'ai dit, de relayer le maximum de vos questions, soit au cours de la conférence de Marianne, soit à la fin. Maintenant, souvent, on fait à la fin parce que peut-être que les questions que vous posez à un instant T, Marianne va y répondre à l'instant T plus 1. Yes. Donc, c'est à voir. Mais grosso modo, l'essentiel des questions pourront être relayées. Et si pour X raison, les questions que vous posiez, vous n'avez pas eu le temps ou de les poser, ou je n'ai pas eu le temps de les relayer, ou la réponse de Marianne pour vous, elle n'a pas eu le temps de répondre pleinement et en profondeur aux questions que vous posiez, eh bien, il y aura toujours une possibilité de nous laisser des messages sur le site du CEMA. Et d'ailleurs, cette vidéo qui s'est enregistrée, cette vidéo sera en podcast sur le site du CEMA, Sémaphore, CEMA, je vais vous l'écrire, phores.org. Et le PowerPoint de Marianne sera également sur le site du CEMA, donc pas de panique pour les personnes qui n'auraient pas le temps de prendre suffisamment de notes. Vous pourrez le revoir tranquillement sur le site du CEMA. Et il y aura également, parce que ça c'est important, cette conférence est une conférence introductrice à la formation à la médiation transformative, puisque tu es l'initiatrice, l'introductrice de la médiation transformative en France, Marianne. Pas que ça d'ailleurs. J'ai demandé si je pourrais dire que c'est un dinosaure de la médiation. Oui, j'ai autorisé. Voilà, c'est autorisé. Ce n'est pas tellement lié à ton âge, c'est surtout lié au fait que ça fait quand même 30 ans, ça va faire 30 ans en 2021 que tu fais de la médiation. Oui. Et donc, tu as commencé avant tout le monde, en tout cas bien avant moi.
Je n'étais encore même pas un bébé médiateur. C'est pour ça que c'est très précieux pour nous, et je pense aussi pour le SEMA et aussi pour toutes les personnes qui nous rejoignent, c'est très précieux de t'avoir avec nous parce que ton expérience, elle peut éclairer tout le monde. Ton expérience qui, pour ce soir, va servir à nous éclairer sur les différents courants de la médiation. Je reviendrai là-dessus. Et je vous parlais de la formation à la médiation transformative qui était prévue demain et après-demain. Finalement, c'était un petit peu compliqué parce que beaucoup de personnes la voulaient à distance et Marianne, c'est un peu comme moi, tu préfères le direct. Donc, on s'est dit qu'on allait le reporter en janvier 2021 en espérant que les choses aillent mieux, au 29 et 30 janvier 2021. C'est aussi parce qu'il y avait tellement de personnes qui finalement se sont inscrites à cette conférence qu'on a ouverte, qu'on avait au départ réservée aux personnes inscrites à la formation. On s'est dit, c'est dommage, autant l'ouvrir. Et il y avait tellement de personnes inscrites, je dis plus de 150, qu'on s'est dit peut-être c'est dommage sachant que tu ne peux pas venir tout le temps à Paris non plus, de faire cette formation là maintenant, alors qu'il y a peut-être plein de personnes qui seront intéressées. Et donc, on ouvre le groupe de telle sorte que tu puisses toucher plus de personnes qui seraient intéressées par la médiation transformative et qui puissent être transformées, comme je l'espère, vous serez transformés par cette conférence à venir. Alors, il est bientôt 6h10. Je regarde, on est déjà à près de la moitié des personnes inscrites. Donc, on va sans doute… Voilà, j'entends Marianne, c'est la papesse de la médiation familiale. Mais alors, je veux dire, il y a une autre papesse de la médiation ce soir. Je salue Jocelyne. Oui, j'ai vu Jocelyne au tout début qui nous a dit bonjour. Yes. Bonjour Jocelyne, que tout le monde connaît aussi, j'imagine. Alors, pourquoi papesse de la médiation familiale? C'est aussi parce que Marianne, tu es l'initiatrice de la médiation conjugale en France. C'est bien ça. Controversée, qui est un peu controversée aussi. Controversée, mais tant mieux, parce que la controverse, c'est ce qui permet le débat. Et en médiation, si on échange, c'est précisément pour que ça change quelque chose. Donc, dès lors qu'il y a des espaces de débat, c'est qu'on est réellement en médiation. Je suis d'accord. Bon. Alors, tu n'es pas que initiatrice, donc la médiation conjugale, tu n'es pas que introductrice de la médiation transformative, aussi médiatrice généraliste, donc tu es diplômée d'État, bien sûr, mais généraliste parce que tu touches également au conflit en matière de voisinage, au conflit dans l'entreprise. Donc, tu t'y connais en matière de médiation. C'est ce qui fait aussi que tu formes à la médiation, tu formes en gestion des conflits, en communication constructive et bienveillante, notamment en matière familiale et scolaire. J'ai oublié le caractère scolaire de la chose. Et tu animes aussi des groupes d'analyse de la pratique, pour médiateurs notamment. Yes. Et d'habitude, tu es à Aix-en-Provence, c'est bien ça? Et j'y suis maintenant. Parce et que tu es aussi, d'accord, tu nous parles depuis Aix-en-Provence, d'accord. Bon. Alors, donc, on a Aix-en-Provence, et là où je vois, on a un petit peu toute la France, du nord au sud, en passant par l'est et à l'ouest. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, tu as un PowerPoint. Oui. On va essayer une petite manœuvre technique de partage d'écran, de telle sorte que tu puisses nous présenter ton PowerPoint. Tu veux que je le mette maintenant Oui, parce qu'à partir de ce moment-là, moi, je vais me mettre en mute. Je n'interviendrai que pour quelques questions. Voilà. Je vais le mettre et je vais vous le mettre en… Je vais mettre mes lunettes, là. Voilà. Voilà. Donc, je vous le mets. Parfait. Parfait. Donc, est-ce que tout le monde voit bien le PowerPoint? A priori, oui. Okay. Donc, on va pouvoir commencer. Ah, parfait. Donc, merci Marianne d'être avec nous ce soir. C'est un grand honneur pour nous et c'est une grande chance pour tout le monde. Eh bien, merci Catherine et merci au SEMA. Moi, je suis très contente de faire ce partage ce soir qui me tient à cœur parce qu'effectivement, la médiation, elle est à la fois unique et à la fois très diversifiée. Et du coup, pourquoi je viens vous parler de ça? Parce que pour moi, c'est un chemin. Quand j'ai commencé à tomber dans la médiation, comme on dit, j'étais aux États-Unis.
Et j'ai été formée, alors là, je vais faire un peu baver les gens qui ont fait des formations longues notamment, parce que j'ai été formée en 2 jours avec une journée d'approfondissement. Mais il faut dire qu'aux États-Unis, on fait de la médiation, on n'apprend pas la psychologie, la sociologie, etc. On fait. Et la plupart des formations maintenant sont plutôt en 50 heures, une cinquantaine d'heures, avec bien sûr des formations continues. Et il s'est trouvé que j'ai été formée dans un centre de médiation où il y avait un modèle particulier. Alors à l'époque, plutôt ce qu'on appelait problem solving, hein, la médiation, négociation raisonnée, centrée solution. Et on était toujours 2. J'étais donc moi jeune médiatrice. Il y avait toujours quelqu'un dans nos binômes qui était du domaine psychosocial et puis l'autre qui était du domaine juridique. Et il y avait toujours un homme et une femme. Et du coup, moi, j'étais toujours avec un homme avocat et moi, plutôt psycho. Et la médiation m'a tout de suite plu parce que j'ai trouvé que c'était un espace où les gens arrivaient à se dire, à avancer alors qu'ils étaient bloqués. Mais il y avait des petites choses qui me dérangeaient parce qu'à chaque fois que quelqu'un commençait à exprimer une émotion, il y avait une petite larme, ils expliquaient ce qui s'était passé avant, comme pourquoi ils étaient si en colère contre l'autre, l'avocat revenait sur l'objet. Et là, je n'étais pas très satisfaite. Je me disais, mais on pourrait lui poser des questions à cette personne, à ce monsieur ou à cette dame, pour approfondir, pour qu'il puisse déverser son émotion, etc. Mais j'étais la jeune médiatrice, alors je suivais. Donc là, on est en 91. Et en 94, il s'est trouvé que je suis allée à un colloque de médiation familiale à Eugene, Oregon, un des États démocrates des États-Unis. C'est vrai, je dois dire que j'ai 3 enfants aux États-Unis sur 4 et 4 petits-enfants et qu'on est un peu remué par tout ce qui se passe en ce moment. Je ferme la parenthèse. J'ai assisté donc au colloque de médiation familiale et ils avaient invité comme guest speaker. En général, aux États-Unis, ils invitent quelqu'un qui va un peu faire réfléchir les gens, un philosophe. Et là, c'était Baruch Bush, qui est un professeur d'université américaine de l'Est des États-Unis, professeur de droit, et qui avait lancé des programmes de médiation. Et il présentait The Promise of Mediation, la promesse de la médiation. Alors, c'était très intriguant. Et l'idée de cette promesse de la médiation, c'est que lui disait que les modes de médiation qui avaient été créés trahissaient la promesse de la médiation, notamment par rapport à l'autonomie des personnes et l'autodétermination. Il disait, on dit que les personnes, c'est elles qui décident, mais en fait, on n'arrête pas de décider pour elles. On leur dit quoi faire, dans quel ordre, comment elles doivent se parler, dans quel ordre elles doivent se parler, de quoi elles doivent discuter. Et il disait que oui, les gens arrivent à des accords, mais bien souvent, comme on a tous l'expérience, les accords, ils volent en éclats le jour même, quelques jours après. Mais surtout, lui qui était très intéressé, c'est un juif orthodoxe qui est dans une certaine spiritualité. Il disait, les gens, ils n'ont pas bougé. En fait, ils ne sont pas vraiment plus autonomes qu'avant. Ils sont, oui, ils ont fait des accords, mais ils n'en ont pas appris grand-chose. Alors, il était assez critique. Et du coup, il s'est dit, il faut créer une autre forme de médiation. Et c'est ça qu'il a appelé la promesse de la médiation transformative, qui a été donc créée en réaction à cette médiation qui était plus sur l'objet. Et du coup, à partir de ce moment-là, moi, bien sûr, alors la salle, quand il a présenté ça, était… les Américains, ils sont plutôt, enfin en ce moment, ce n'est pas trop ce qu'on voit, mais plutôt disciplinés. Et en général, ils écoutent quand les gens parlent. Et là, la salle, il y avait un vrai brouhaha. Il y avait les gens qui disaient, ça, ce n'est pas de la médiation, c'est de la thérapie. Et puis, il y avait des gens qui disaient, comme moi, voilà peut-être une façon qui me conviendrait mieux. Et c'est là que j'ai commencé, à partir de ce moment-là, un chemin dans la médiation, je dirais. Je me suis formée à la médiation transformative, mais je ne fais pas que ça, je ne suis pas une puriste. Même quand je l'enseigne comme ça. Et j'ai commencé à voir qu'on pouvait pratiquer la médiation de diverses façons. Et c'est ça que je voudrais explorer aujourd'hui avec vous. C'est-à-dire à travers, je vais vous donner quelques petites grilles de lecture, on va dire, pour que vous puissiez, mon intention en fait,
c'est que vous puissiez chacun trouver le type de médiateur que vous souhaitez être, que vous êtes, repérer sur différentes dimensions, et aussi peut-être le médiateur en devenir. Voilà, donc ça c'est mon intention. Parce qu'on est tous en devenir et la médiation, c'est vraiment un chemin de grandissement pour moi, pour le médiateur en premier. C'est pour ça que j'en fais encore avec mes cheveux blancs. Marianne, juste 2 secondes avant que tu poursuives, j'ai une question sur. Je n'ai pas quelqu'un qui me dit, je n'ai pas entendu le nom de ce médiateur US. Est-ce que tu peux le redire, s'il te plaît? Baruch Bush. Baruch, c'est Baruch, B-A-R-U-C-H. Bush, c'est le fondateur de la médiation transformative. D'accord. Avec Joe Folger. Voilà. Bien. Donc, du coup, c'est comment on va se repérer dans tout ça. Alors, on pourrait parler de modèle. On peut parler de modèle de médiation. Ce qui me gêne dans le mot modèle, c'est que le modèle, c'est un peu comme un patron de couture. On prend un patron et puis on refait exactement de la même chose. C'est pour ça que je préfère parler de courant. Et d'ailleurs, c'est le nom qu'on a donné au livre qu'on a publié, le courant de médiation familiale, chez Chroniques Sociales, avec Claire Denis, Liliana Perron et Michel Savouret. Et on n'a pas dit les courants de médiation. On a décrit 4 courants de médiation, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a peut-être autant de courants de médiation que de médiateurs. Alors, j'aime bien le mot de courant parce qu'on s'approprie une sorte de pensée, mais il y a un mouvement dedans. Et puis, on pourrait parler aussi du style. Le style, c'est la part de l'expression de chacun. Et justement, alors, il faut que je sorte mes... je voudrais rendre hommage à Thierry Morello. Thierry Morello, c'est un médiateur, un formateur, est devenu médiateur familial, qui a écrit un très bon article dans, je fais de la pub, hein, c'est terrible, dans la revue Tiers de la PMF, numéro 21, sur le genre et le style du médiateur familial, mais on peut aussi le généraliser au médiateur. Le genre, c'est des notions empruntées de la psychologie du travail. Le genre, c'est toutes les manières de faire qu'ont en commun un groupe professionnel. Et nous en avons, bien sûr. Et le style, c'est la déclinaison personnelle de ce que fait chacun. Ça va? Je ne vais pas trop vite, ça va, Catherine? Ok, tu ne parles pas, mais ce n'est pas grave. Voilà. Non, donc, je dis ça va, je m'étais mise en place. J'ai vu, il n'y a pas de souci. Alors, avant d'entrer dans ces genres et styles, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur ce qu'est la médiation. Et c'est compliqué parce que la médiation, c'est un vrai flou conceptuel. On parle vous savez, il y a plein de tiers dans notre société, des négociateurs, des conciliateurs, des facilitateurs. Donc, j'aimerais que, si on était en formation, je vous ferais parler parce que j'aime bien l'interaction, mais tant pis, je vais le faire moi. Mais je crois qu'on serait assez d'accord. Alors, en plus, il y a des gens qui appellent médiation. Là, je suis en train de parler de médiation quand il y a un médiateur qui n'a que cette fonction auprès des personnes. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt a parlé d'instance de médiation. Et par contre, quand on peut utiliser l'esprit, les outils de la médiation quand on a une autre fonction auprès des personnes, on peut être travailleur social, avocat, etc. Et là, il a parlé d'activité de médiation. Moi, j'aime bien le mot de dispositif de médiation, comment nous animons un dispositif de médiation. Et Michel Savouret a parlé pour activité de approche de médiation. J'aime bien aussi ce mot-là. Mais bref, peut-être une définition sur laquelle on pourrait tous se mettre d'accord. J'aime bien la définition critique de l'action sociale. Hein. Et on a des définitions qui sont tous très proches. Hein. Il y a un tiers qui accompagne des personnes qui consentent librement et il anime une discussion et c'est eux qui prennent la décision finale. Il est tenu à la confidentialité, etc. Ce médiateur, c'est un professionnel qui est qualifié, ou en tout cas légitimé. Il a des principes déontologiques et on voit que la plupart des codes ou des principes déontologiques se rejoignent, l'impartialité, l'indépendance, pas d'autres fonctions dans cette situation, pas de pouvoir de décision. On a un sacré pouvoir, mais pas de décision, je dirais. Il s'assure de l'adhésion des personnes, il facilite la communication, il y a un agir communicationnel, comme dit Habermas,
et il favorise l'autonomie des personnes. Et il aide à la recherche des solutions dans l'intérêt des protagonistes. Alors, vous verrez qu'il y a la médiation transformative, en ce sens, peut-être il y a un changement de paradigme. C'est peut-être la seule chose sur laquelle on est un peu différent. Et bien sûr, il y a des valeurs qui nous unissent dans notre genre médiateur, si je reprends cette terminologie d'autodétermination, de compétence des personnes, de non-violence, de respect de la différence. Là, je vais un peu vite parce que c'est des choses qu'on connaît tous. Ça va? Et vous aurez le diaporama quand vous voulez. Bien. Alors, ceci étant dit, ça, c'est ce qui est commun. Oui, il y a aussi que dans toute médiation, il est question de l'objet, on pourrait l'objet du conflit, qu'on pourrait appeler litige finalement, et tout ce qui est la dimension relationnelle, émotionnelle. Mais là, on va voir, c'est déjà une petite différence qu'on peut commencer à introduire, c'est que certaines médiations sont plus centrées sur l'objet et d'autres plus centrées sur la relation. Il y a aussi deux conceptions de la médiation, ça c'est aussi une chose qui nous départage, enfin qui nous différencie pour certains. Il y a des gens qui se disent généralistes. L'école généraliste ou la conception généraliste affirme que le médiateur est avant tout médiateur et qu'il n'y a pas du tout besoin de connaître le champ de la médiation dans lequel on pratique. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de connaître l'entreprise si je fais de l'entreprise, je n'ai pas besoin de connaître la famille si je fais de la famille, je n'ai pas besoin de connaître la santé du moment que je suis médiateur. Ça, ce serait un généraliste pur. Et puis, il y a un mouvement spécialiste qui dit que oui, le médiateur est médiateur, mais il a aussi besoin d'avoir une connaissance du champ de la médiation qu'il pratique. C'est par exemple en France, le développement de la médiation familiale est un champ, c'est un courant spécialiste. Dans beaucoup de pays, les gens sont formés à toutes les médiations et après se spécialisent. Mais ils sont avant tout médiateurs. Ça s'est construit différemment en France, au Québec, en Angleterre, plutôt, enfin en tout cas pour la médiation familiale. Alors moi, quelque part, je vais être un peu critique de ça. Je pense qu'il ne faut pas trop en connaître parce que si on est expert du champ, on risque d'être beaucoup plus dans du conseil. Enfin, c'est beaucoup plus difficile de ne pas conseiller. On va être peut-être plus directif dans la recherche de solutions. D'un autre côté, si je ne connais pas du tout ce champ, par exemple, tu disais, je fais des médiations d'entreprise, Catherine, oui, dans des médiations, dans des relations entre des employés, des salariés ou des gens ou des associés. Mais par exemple, je ne ferai jamais de médiation inter-entreprise parce que je ne connais absolument pas le droit, la technicité, le commerce, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est aussi à modérer. Je perds ma flèche tout le temps. Voilà. Alors, là, on va entrer dans les courants. Mon propos, c'était un peu long peut-être, mais je vais introduire le propos. Je vais vous proposer plusieurs façons de voir la diversité de la médiation. Il y en a peut-être qui vont vous parler, peut-être qui ne vont pas vous parler. Vous prendrez ce qui vous parle. Ça, c'est le plus important. Aux États-Unis, et c'est vrai qu'en France, on n'entend pas tellement parler de ce trio, de la médiation évaluative, la médiation facilitative et la médiation transformative. C'est couramment une façon dont sont repérées les médiations en Amérique du Nord. Alors, je vais commencer par la facilitative parce que c'est celle à laquelle sont formés, je pense, 99% des médiateurs au monde. C'est-à-dire qu'en général, c'est ce qu'on vous a appris, le médiateur est en charge du cadre, du déroulement de la médiation. On dit souvent processus. Moi, c'est un mot qui me gêne parce que pour moi, processus, c'est au sens process anglais, qui est un processus de changement interne, de modification interne. Mais comme on parle de processus de médiation,
je trouve, notamment dans la famille, vous avez fait combien de processus de médiation? Et alors, du coup, c'est un processus externe qui est plutôt de l'ordre d'un déroulement de la médiation, d'une mesure de médiation. Donc, je vais plutôt proposer le terme déroulement. Donc, le médiateur en médiation facilitative, il structure le déroulement, il propose une façon de travailler, un cadre, peut-être un ordre selon les médiateurs, l'ordre dans lequel vont se dérouler les questions à traiter. Pour aider les personnes à se parler, il pose un cadre pour ça et à trouver leur propre solution satisfaisante pour chacun. Par contre, il n'intervient pas sur le contenu appartient aux personnes. J'imagine que la plupart d'entre vous ont appris ça. Alors, il y a des exemples, la négociation sur intérêt, la médiation sur intérêt ou besoin, qui intègre la négociation raisonnée, la médiation interdisciplinaire, la médiation intégrative, la médiation narrative. Pour moi, alors, c'est moi qui les ai placés là-dedans parce que, par exemple, la médiation narrative, je ne sais pas si vous connaissez, hein, qui est basée sur le récit que font les personnes du conflit, avec l'idée que le conflit, il émane en fait de la culture et du récit que s'en font les personnes. Et le médiateur narratif va essayer d'aider les personnes à modifier le récit pour le voir de destructeur à plus positif, en fait. Donc, il intervient là-dessus. Et il intervient dans ce cadre, en fait. Donc, il serait classé dans les facilitatifs. Il y a aussi la médiation CNV, communication non violente, où le médiateur n'intervient pas sur le contenu, mais par contre, il propose une façon aux personnes de se parler et de communiquer. Donc ça, c'est la médiation facilitative. À côté de ça, il y a la médiation qu'on appelle évaluative, qu'on rencontre moins souvent, qui est souvent en commercial, dans des histoires. Mon mari, par exemple, a eu une médiation en matière de brevet, une compagnie qui accuse l'autre d'avoir d'avoir volé une partie de son brevet. Et là, ils vont voir, c'est un médiateur expert sur le sujet, souvent, qui rend compte qu'il y a un dossier énorme, qui fait se rencontrer les personnes peut-être une fois. Et puis après, il fait beaucoup, par exemple, de caucus pour dire aux gens, mais vous savez, si vous alliez devant un juge, si vous demandez tout ça, jamais vous l'obtiendrez. Vous voyez, il agit sur le contenu. Il va peut-être faire des recommandations. Donc, non seulement il dirige la médiation, mais il fait des recommandations sur le contenu. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ces types de médiation, ils dépendent de la conception du conflit que l'on a. Par exemple, en médiation évaluative, l'idée, c'est que les gens dans le conflit sont pris par leurs émotions. Alors, il n'y a aucune de ces conceptions qui est mauvaise. C'est un peu comme la psychanalyse ou la systémie, lequel a raison. C'est plutôt des façons de voir le conflit. Donc, par exemple, en médiation évaluative, on dit que les gens sont pris dans leurs émotions, donc il faut qu'on les cadre pour les remettre dans le rationnel. Donc, dans ces exemples, je vous en montrerai d'autres. Il y a la médiation, résolution de problèmes, négociation sur position et ce qu'on appelle aussi la médiation expertise. Donc là, on en rencontre peu, c'est souvent des juristes qui la pratiquent. Hein. Et puis, à côté de ça, dans ce classement, il y a aussi donc, cette fameuse médiation transformative qui est un peu mon chouchou, on va dire, hein, dont je ne peux pas cacher. Comme je vous ai expliqué, en réaction aux autres médiations, le médiateur va être né en charge, en fait, met les personnes en charge de tout, à la fois du déroulement, du contenu comme les autres, mais aussi du déroulement de la médiation. C'est-à-dire, les personnes vont décider de quoi elles veulent parler, dans quel ordre, si elles veulent commencer par négocier quelque chose, et puis après, elles vont se disputer très fort, et elles vont dire au médiateur qu'elles n'en peuvent plus et qu'elles voudraient peut-être se mettre des règles de communication, alors on va poser du cadre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que finalement, les gens passent par toutes les étapes qu'on a appris, hein, poser le cadre, expliquer de quoi il s'agit, retrouver les besoins, et puis trouver des options et des accords, mais dans un ordre qui n'est pas guidé par le médiateur et qui peut paraître très
très erratique, on va dire, mais les gens sont plutôt satisfaits. Donc ça, c'est une médiation en fait qui est basée essentiellement sur la relation et l'interaction. La théorie du conflit, à la base de cette médiation, c'est que le conflit est une crise dans l'interaction qui fait que les personnes perdent en puissance personnelle. C'est-à-dire qu'elles n'y voient pas clair, elles sont dans la confusion, elles n'arrivent plus à prendre des décisions, elles ont perdu de la puissance personnelle, on va dire, et elles se ferment à l'autre, on le sait, quand on est en conflit, on n'arrive plus à s'ouvrir à l'autre, on se protège. Et du coup, comme c'est la théorie du conflit, le médiateur va ne s'occuper que de ça. Il va s'occuper auprès de chaque personne de l'aider à reprendre du pouvoir en soi, le fameux empowerment dont vous avez entendu parler, et qu'on ne traduit pas trop en pouvoirment, ce serait un peu compliqué. Et aussi, et bien sûr, dans un deuxième temps plutôt, la reconnaissance de l'autre, c'est-à-dire arriver à s'ouvrir à l'autre. Donc là, encore une fois, on voit que c'est la conception du conflit qui fait que le médiateur va agir d'une certaine façon, et ici, quasiment uniquement sur la relation, sur l'interaction, même dans la pièce de médiation, avec l'idée que les personnes, alors j'entends souvent des gens qui disent, mais alors elles parlent de quoi? Ben, de toute façon, les personnes apportent les objets. Elles parlent au sujet de quelque chose. Donc le plus connu, c'est le modèle de Boucher-Folger. En regardant, alors moi je ne connais pas assez bien, mais je sais qu'il y a des gens ici qui sont très spécialisés. Je pense qu'on pourrait classer la médiation humaniste de Jacqueline Morino dans on en a parlé cet après-midi avec Catherine, dans ce chapitre parce qu'elle est essentiellement émotionnelle, relationnelle. Et alors ce que je ne savais pas, c'est que les étapes de Théoria, Crisis, catharsis. Merci. Les gens peuvent les passer aussi parfois dans des ordres, enfin, en choisissant eux-mêmes. En fait, juste pour une petite précision, je crois que Jacqueline Morino considère que la médiation transformative fait partie de la médiation humaniste, quand toi tu considères que la médiation humaniste fait partie de la médiation transformative. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Non, mais ça c'est très personnel, j'ai du mal avec humaniste parce que pour moi, toute médiation est humaniste, mais je sais bien que Jacqueline va beaucoup plus loin. Donc, ça. Elle va beaucoup plus en profondeur. Elle va beaucoup plus en profondeur. C'est un processus de réhumanisation, en fait. Voilà, oui, c'est ça. Alors qu'on pourrait dire, avec le terme humaniste, dans son acception habituelle, que toute médiation est humaniste, en fait. Mais elle est très profonde, en fait, sa médiation. Oui, en fait, toute médiation est humaine, puisqu'elle est faite par des êtres humains pour des êtres humains, à peu près, pour le moment, en tout cas. Et là, humaniste, ça va beaucoup plus loin. C'est dans les humanités, effectivement. Voilà. Donc, alors ça, c'est une façon de voir qui est relativement simple, je trouve, qui permet, mais qui n'est pas très précise quand même. On a 3 gros paquets et puis vous pouvez vous situer là-dedans. Avant d'aller plus loin, j'ai quelques questions. Vas-y. Si tu veux y répondre maintenant. OK. Notamment, j'ai quelqu'un qui demande, est-ce que le coaching parental rentre dans la médiation évaluative? Ah. Alors, il faut dire ce que c'est que le coaching parental. C'est un mode relativement nouveau d'accompagnement qui est proche de la médiation familiale pour des situations à très haut conflit où nos façons de faire en médiation familiale ne suffisent pas et où il y a beaucoup plus de soutien des parents. Alors, c'est du coaching, hein, donc on n'est pas vraiment, on est dans une médiation peut-être une approche médiation, je dirais. Vous savez, si vous parlez de dispositif médiation ou approche médiation, puisque le médiateur a un rôle un peu différent. Et donc, il utilise des outils, de l'esprit, les façons de faire de la médiation, mais il a un autre rôle. Donc, je dirais, oui, c'est de l'approche médiation familiale, on peut dire, qui s'adapte aux situations où souvent les gens ont du mal à se rencontrer, où ils ont besoin de plus de soutien, en fait. Donc, le médiateur a plus de liberté. 2 autres questions, si tu veux bien. Mm-hmm. Alors, une autre question, je crois que tu y as répondu, mais je voudrais être sûre que la personne qui a posé la question est au clair avec la réponse. La médiation familiale, parce qu'elle n'est peut-être pas la seule personne à se poser cette question, la médiation familiale est-elle un champ de médiation ou un courant de médiation? Alors, c'est un champ. C'est ce que je disais. En fait, c'est vrai que dans la médiation, il y a beaucoup de champs. En fait, on pourrait dire,
il y a des champs de médiation et de plus en plus, il y en a de plus en plus des champs de médiation. Tous les jours, j'ai l'impression qu'il y en a un. Alors, il y a la consommation, il y a l'international, il y a beaucoup de champs. Donc, c'est très varié. Il y a des entrées en médiation qui sont différentes. Si on veut, par exemple, il y a le conventionnel, spontané, etc. Il y a judiciaire civil et judiciaire pénal. Ce seraient les entrées pour moi. Et puis, parce que souvent on parle du champ pénal, mais là je suis moins d'accord. Pour moi, c'est une entrée, c'est un contexte. Et puis, autour de tout ça, il y a des courants, c'est-à-dire des façons diverses de pratiquer la médiation. D'accord. Et dernière question, si tu permets, Marianne. Le type de médiation, est-ce que le type de médiation dépend, comme tu l'as dit, de la conception du conflit, ou est-ce qu'on pourrait dire que le type de médiation dépend aussi ou peut-être exclusivement du besoin des clients? Alors, on va l'aborder parce que, oui, on va l'aborder. Qu'est-ce qui fait que moi, Marianne, ou que toi, Catherine, ou que toi, Jocelyne, vous pratiquez plus cette médiation? On va l'aborder parce qu'il y a plein de paramètres qui font, et c'est ça que je vais vous inviter à réfléchir pour vous, même si on ne peut pas trop échanger là-dessus. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus attiré par un courant de médiation ou un autre? On va avancer là-dedans. Ça va? J'y vais. Merci, parfait. Alors, une autre façon, il y a quelqu'un qui s'est dit, qui s'appelle M. Alexander, qui s'est dit que c'est bien joli tout ça de séparer en modèles, parce qu'on appelle quand même ça des modèles, même si je préfère le mot courant. Mais il a essayé de faire ce qu'il appelle un métamodèle qui pourrait comprendre tous les types de médiation. Pas les champs, hein, je parle bien des courants, des façons de faire de la médiation. Pour ce faire, il a imaginé, il s'est dit, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de comment intervient le médiateur. Est-ce qu'il est… Ah oui, alors je pourrais faire avec ma petite flèche. Est-ce qu'il est plus orienté vers le problème, la solution, le problème et la solution, ou plus vers le process, ce fameux processus interne? Et là encore, c'est un continuum. D'accord? Et puis, il a considéré la dimension de l'interaction entre les personnes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il leur propose comme type d'interaction. Alors, on a des négociations sur position, là où vous retrouvez la médiation évaluative. Hein. Il y a des négociations sur intérêt et besoin, qui est le lot de beaucoup de médiations facilitatives. Et puis, juste un dialogue ou une conversation entre les personnes. Et là, on retrouve, dans celle que je vous ai exposée, la médiation transformative. Et ce qu'il pensait, parce que je ne suis pas sûre que ça résolve toutes nos questions, et en tout cas, ça permet de prendre en compte ces deux dimensions dans les différents courants de médiation qu'on pratique. Et alors là, dans le bas, hein, là où on s'occupe du problème, on retrouve la médiation expertise, et des médiations plus traditionnelles aussi. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, par exemple, dans la médiation traditionnelle, où il y aurait, par exemple, un cercle qui s'est réuni autour du chef du village, on va dire, d'une société traditionnelle, il y a un dialogue, mais à la fin du dialogue, c'est le chef qui dit comment on va résoudre le problème, en fait. C'est aussi orienté solution, ce qui peut nous paraître… Voilà, alors je ne sais pas si ce modèle vous parle parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes à qui ça ne parle pas. Ce n'est pas grave, je vais vous montrer d'autres choses encore. Est-ce que ça va, Catherine, il te parle? Puisque tu es la seule à pouvoir me répondre. Non, non, oui, oui, ça me parle. Et donc, j'ai une autre question qui arrive. Vas-y. Si tu permets. Est-ce que cette classification, elle n'est pas un peu artificielle dans le sens où dans toute médiation, on connaît des étapes qui relèvent de ces catégories transformative, évaluative. Qu'est-ce qu'on pourrait considérer que dans chaque médiation, il y aura une phase peut-être transformative, une phase peut-être facilitatrice, une phase peut-être évaluative? Alors ça, c'est des médiateurs qui hybrident. Et c'est vrai que la plupart d'entre nous hybridons. Et on va voir pourquoi on hybride. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est la situation? Est-ce que c'est les personnes? Et c'est important de se poser la question, effectivement. Alors, dans les modèles en médiation familiale, par exemple, on parle du modèle interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il a intégré, c'est un modèle facilitatif, hein,
qui intègre les dimensions psychosociales, économiques, juridiques, la systémie, l'approche positive du conflit. Là, c'est un petit coucou aux médiateurs familiaux. La plupart des médiateurs familiaux qui pratiquent à l'heure actuelle en France pratiquent selon, au départ, ce modèle qui nous est venu du Québec. Alors, c'est là où, justement, donc là, on va s'arrêter là parce je pourrais vous donner d'autres classifications, mais je crois que c'est suffisant parce que ça va nous perdre. Alors, là, si vous étiez en formation et si vous pouvez interagir, je vous ferai vous poser la question. Mais finalement, le style du médiateur, il dépend de quoi? Il dépend de ses caractéristiques à lui, de ma culture, de l'éducation que j'ai eue, de mon milieu social, peut-être de mon genre, de mon confort dans le conflit. Il y a des facteurs personnels. Il y a aussi très souvent un facteur de formation. C'est-à-dire, au départ, en tout cas, très souvent, par exemple, les juristes, c'est l'exemple que j'avais aux États-Unis, les juristes ne vont pas pratiquer comme ceux qui viennent d'un milieu psychosocial. Après, il y a des gens qui vont à l'encontre. Il y a des juristes qui font des médiations très basées sur la relation, voire transformatives, parce qu'ils n'ont plus envie de faire leur métier de juriste. Donc tout ça, ça peut dépendre de notre formation. Donc la profession d'origine et la formation qu'on a eue en médiation aussi. Je vois encore dans les analyses de pratique des médiateurs qui disent « mais moi j'ai appris comme ça ». C'est-à-dire que oui, on a tendance à commencer, en tout cas quand on démarre, à faire ce qu'on nous a appris. Mais ça, c'est dans toutes les professions. Donc, la façon dont j'ai appris la médiation va forcément m'influencer. Après, justement, cette personne qui posait la question parlait du besoin des personnes. Effectivement, idéalement, il faudrait s'adapter aux besoins des personnes. Ça, pourquoi j'ai mis défini par qui? Parce que les besoins des personnes, malheureusement, ils sont souvent définis par d'autres que par eux-mêmes. Par exemple, quand vous avez un prescripteur, que ce soit au milieu du travail ou un juge, etc., lui, il sait, entre guillemets, ce dont ont besoin les personnes. En médiation familiale, on peut être pris là-dedans parce que la médiation familiale, par exemple, elle s'est créée, c'est une politique sociale de contrôle social ou régulation sociale, je ne sais pas, on pourrait… Et du coup, on a des idées, il faut que les parents ils se parlent, par exemple, je le fais gros, il faut que les parents se parlent, il faut qu'ils favorisent le lien avec les enfants, leur lien particulier, celui de nos parents. Donc finalement, le médiateur, quand il arrive là, que les gens viennent en médiation, il a tout ça en tête. Est-ce que ce sont leurs besoins ou est-ce que c'est ce que la société définit comme leurs besoins? Donc, ce n'est pas si simple que ça. Et parfois, le médiateur… il a tendance à définir les besoins des personnes. Moi, je pourrais avoir tendance à dire ceux-là, ils ont besoin de se parler. Correctement, peut-être. Donc, ce n'est pas si simple, la question des besoins des personnes. C'est aussi, sans doute, ça dépend aussi de comment on pratique, ça dépend du contexte. Si on est en institution, en libéral, judiciaire, le pénal, etc., on pourrait dire que ça ne devrait pas être influencé par ça, mais ça l'est. Donc, ce médiateur qui n'aurait pas de pouvoir, tout ça, ça va déterminer mon style, qui va avoir un impact sur les personnes. Donc, oui, je pense que c'est important d'abord de donner l'idée qu'on n'a pas de pouvoir d'influence, on a un grand pouvoir d'influence. Quelque part, un peu heureusement, moi, je me dis, si je peux donner envie aux personnes de se mettre au travail, on va dire, c'est pas mal. Comme dit Jocelyne, je reprends souvent ce que tu dis, Jocelyne, parce que je sais que tu es là, j'en profite. Les gens, ils n'y croient pas trop. Et Jocelyne leur dit, si je ne me trompe, moi j'y crois et vous vous mettez au travail. Il faut leur donner envie, je pense, et y croire, parce que c'est vraiment difficile, la médiation. Tu voudrais dire quelque chose, Catherine? Oui, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis par rapport au style. En t'écoutant, je me pose la question… Est-ce que du coup, ça viendrait obérer l'idée de la neutralité du médiateur? Si finalement le style du médiateur dépend de tellement de choses qui impactent sa manière d'être et de faire. Je suis assez d'accord. Je ne parle jamais de neutralité parce que je ne me sens pas du tout neutre. Et quand je ne suis pas neutre,
Oui, alors impartial, j'aime pas le mot, je suis vraiment et pour l'un et pour l'autre, complètement avec l'un et avec l'autre, mais ça n'a rien de neutre, la médiation. Elle est justement, c'est un exercice de communication, on pense que c'est important que les gens, on est tous des semeurs de paix, etc. Ça n'a rien de neutre. Et c'est vrai que ça a disparu de beaucoup de codes de déontologie et dans les principes déontologiques de la médiation familiale, il n'y a pas le mot de neutralité. On ne donne pas son avis, ce serait ça, mais c'est loin d'être neutre hein, pour moi. Après, c'est une vaste discussion, hein. J'en suis consciente. Non, je ne me dis pas neutre, moi. Et je l'annonce un peu. Hein. Par exemple, je vais dire, j'ai l'intention d'animer cette conversation avec l'intention que peut-être vous entendiez différemment ce que dit l'autre. Ça n'est pas neutre, ça. C'est léger, mais ce n'est pas neutre. Voilà. Que dit, et quelqu'un a évoqué la question, effectivement, ce que dit Jacques Faget dans son très bon livre « Les ateliers silencieux de la démocratie » et notamment dans le très bon chapitre sur les modèles, c'est que en général, on pratique tous, on a une pratique hybride. C'est-à-dire que la plupart des médiateurs, ils s'inspirent de différents modèles et adaptatifs selon le moment de la médiation, selon le type de conflit, selon les personnes qu'ils ont en face. Ce qui est intéressant, c'est de repérer, et ça je pense que c'est un travail personnel pour chaque médiateur, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, je vais plus être directif, que je vais, oui, ou reprendre les rênes. Moi, je sais, j'en ai fait l'analyse, hein, je suis quelqu'un de peu directif, par exemple, dans mes médiations, et quand je redeviens directif, c'est mes craintes qui agissent. Donc, je ne suis pas sûre que je devienne directif pour les bonnes raisons. Est-ce que quand les gens ont un conflit fort, ça les sert qu'on soit directif? Ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux laisser l'émotion se décharger? Donc là, on est vraiment dans deux façons différentes de voir les choses, en fait. Donc c'est complexe hein, comme question quand même. Ça va? Alors, toujours dans le même article, Thierry Morello, je trouve, aborde une question une sorte de classification très intéressante. Il a interrogé des médiateurs familiaux, mais ça pourrait être fait avec des médiateurs. Il y a des médiateurs qui sont conscients qu'ils utilisent un modèle et qui utilisent que ce modèle. Il y a des puristes. Je vais être critique par rapport à la médiation transformative parce que c'est une des critiques que j'aurais par rapport au groupe transformatif, notamment aux États-Unis. C'est-à-dire que la majorité des médiateurs qui utilisent la médiation transformative en Amérique du Nord pensent qu'on ne peut pas mélanger ce modèle avec quoi que ce soit. Et d'ailleurs, moi, ça m'a valu des grandes déceptions parce qu'un jour, j'ai traversé l'Atlantique pour aller à un colloque de médiation transformative parce que je me disais, mais comment on fait, en familial notamment, quand les gens sont dans un énorme conflit dont ils ne se sortent pas. Et j'espérais avoir de la part de mes collègues transformatifs, avoir des pistes pour faire autrement. Et j'étais très déçue parce que j'ai présenté mes situations et on m'a dit, il faut continuer à faire la même chose. Et ça, c'est quelque chose que Marianne, c'est moi, je parle de moi, ne peut pas faire. Si ça ne marche pas, je ne peux pas continuer à faire de la même chose. Donc personnellement, je ne serais pas puriste, mais je comprends qu'il y ait des gens qui soient puristes. Et puis, il y a d'autres qui sont conscients, qui ont conscience des différents courants et qui, selon les situations, selon les personnes, selon les types de médiation, vont hybrider, on va dire, et donc on les appellerait les pragmatiques. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas forcément intéressés, enfin, pas par les courants, mais par le sens qu'a chaque courant, et puis qui ont appris des outils, des postures, et qui s'y conforment et qui n'hybrident pas. Et puis, il y a des gens qui changent intuitivement et qu'on pourrait appeler des pragmatiques. Je trouve ça assez intéressant aussi pour se situer. Ça va? Yes. Alors moi, et là, on arrive un peu à la fin, je me suis dit, tout ça, c'est bien, mais ça ne me suffit pas. Donc, j'avais envie de vous proposer, j'ai trouvé 4 directions, on va dire, 4 lignes directrices qui sont des continuums. Hein. Il n'y en a pas un qui soit je suis tout ça ou je suis tout ça. Un de ceux qui me semble sans doute le plus important,
c'est le continuum, on va dire la ligne de la directivité. Je peux être plus ou moins directif. Et je vous invite, là, au fur et à mesure où je parle, de vous dire, ben là, moi, je suis où? Où est-ce que je me situerais dans la directivité? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de directif ou plutôt quelqu'un de peu directif? Si tu permets, Marianne, je propose aux personnes qui nous écoutent, puisqu'il y a une centaine de personnes qui nous écoutent, qui t'écoutent en l'occurrence, de noter dans le chat où vous avez l'impression de vous trouver. Évidemment, c'est confidentiel et malgré tout un peu anonyme. Donc, pour qu'on ait un petit peu une idée de voir ce qui ressort dans vos manières de vous penser et voir si ça va évoluer, s'il y aura une transformation d'ici la fin de cette conférence. Où vous vous situez, et puis j'ai envie de dire où est-ce que vous aimeriez vous situer. Parce que ces lignes, elles vont nous permettre d'avancer. Je parlais du chemin de la médiation. C'est sûr, en prenant de la bouteille, par exemple, moi, avant, je posais un cadre, il y avait des règles et tout ça. Et maintenant, ben, je suis moins directive. Mais je suis moins directive parce que ma posture s'est affirmée aussi. Vous voyez? Et donc, moi, j'ai envie de devenir le moins directif possible. Mon fantasme, je vais vous le dire, je le partage avec vous ce soir, c'est de faire des médiations sans dire un mot. Et il paraît. J'ai une question par rapport à directif. Quelle est la différence entre cadre et directif? Est-ce que pour toi, c'est la même chose? Je pose un cadre, donc je suis directive. Je ne pose pas de cadre, je ne suis pas directive. Ou est-ce qu'il y a encore autre chose qui rentre en ligne de compte? Je pose le cadre, il y a différentes façons de poser le cadre. Quelqu'un de directif, il va dire, voilà, je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord? Je vous demande de ne pas vous interrompre, de respecter l'autre, de ne pas employer d'insultes, de dire si vous voulez, et je vais imposer les règles. Ça va être quelqu'un qui va être, excusez-moi, ça c'est quelqu'un qui est à ce bout de la directivité. Après, il y a des gens qui vont proposer certaines règles, qui vont demander aux gens, par exemple moi, le seul, et c'est un peu la médiation transformative, ça, la seule règle incontournable, c'est ma confidentialité. Et le fait que les gens s'engagent à ne pas utiliser contre l'autre ce qui est fait ou dit en médiation. Le reste des règles, je demande aux gens s'ils veulent des règles de conversation et de discussion. Donc, c'est eux qui vont construire le cadre. Vous voyez comment on donne le processus en main aux personnes. Donc, le cadre ne me dit pas, ça dépend. D'ailleurs, ce cadre qui serait une série de règles, malheureusement, je trouve, et il faut qu'on trouve peut-être d'autres manières d'enseigner, il y a beaucoup de gens qui sortent des formations de médiation, pour eux, le cadre, c'est les règles. Le cadre, non. Le cadre, c'est comment j'accueille les gens, enfin, il peut être non dit souvent, le cadre. Voilà. D'autres questions? Non. Alors après, il y a des médiations, on l'a vu, qui sont plus centrées sur l'objet et des médiations plus centrées sur la relation. Encore une fois, toutes les médiations prennent en compte les deux. Il y a, par exemple, la médiation évaluative, problem solving, elle est sur l'objet essentiellement. La médiation transformative, elle se situe là. C'est à vous à voir où est-ce que vous vous situez, sachant qu'il y a les deux. Après, il y a des médiations qui sont plus centrées sur la solution, sur le problème. C'est un peu la même chose. Et d'autres plus sur le processus. Et j'entends par processus, ce processus interne de changement, de reprendre les rênes, de pouvoir s'ouvrir à l'autre. Oui, c'est important ce que tu dis. Ce que tu l'avais dit déjà tout à l'heure, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans les personnes qui répondent à la question que j'ai posée, à savoir où est-ce que vous vous situez. Pas le processus de médiation, c'est le processus interne des personnes, donc l'évolution interne. Voilà, c'est compliqué parce qu'on parle, notamment en familial, le processus de médiation. Et du coup, en fait, c'est un processus externe. On pourrait appeler, c'est presque c'est une mesure, c'est une médiation elle-même, mais voilà. Est-ce que du coup, on pourrait dire à la place de processus transformation ou c'est pas adéquat? Non, parce qu'il là, il y a le changement, en fait, oui, la transformation, oui, pourquoi pas. Oui. En fait, on pourrait dire process, mais ça va être un anglicisme. Oui. Alors, ce schéma, comme je disais à Catherine cet après-midi, il est tout à fait perfectible et on est nombreux ici. Je compte sur l'intelligence collective pour qu'on puisse justement en faire des suggestions. Il y a peut-être une dimension que j'ai oubliée. Il y en a peut-être qu'on pourrait laisser tomber parce que finalement,
objet, relation, hein, c'est pas tout à fait pareil. Et solution, processus, c'est très proche, hein, mais voilà. Il y a une quatrième dimension que j'ai tenu à introduire, qui est peu évoquée dans les modèles, mais on voit bien, par exemple, dans le modèle de Jacqueline Morino et dans le modèle de Baruch Bush, que j'ai appelé présence à l'autre. D'ailleurs, il y a un mot en anglais qui dit presencing, c'est-à-dire que je suis vraiment là, en présence totale avec chacune des personnes. On pourrait dire implication, degré d'implication. C'est compliqué cette présence parce qu'à la fois, je dois être détachée et en retrait, et en même temps, je parle de présence à la personne. Donc ça, ça se travaille aussi. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres dans ces dimensions. Et puis c'est là où souvent, donc je ne vous cacherai pas qu'en médiation transformative, on est sur la droite, complètement sur la droite en fait. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que les gens ne parlent pas de sujet et ne trouvent pas de solution. Mais ce n'est pas mon problème, en fait. Voilà. Donc, c'est intéressant de ce schéma. Peut-être vous pouvez le garder. Donc, si on synthétise, en fait, un médiateur qui serait dans le courant transformatif, il aurait une forte présence, il serait très axé sur le processus interne des personnes, il privilégierait la relation et il serait non directif. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Et si on prend l'évaluatif, il est directif, il est centré sur l'objet, sur la solution, et il est assez détaché du contenu, donc, enfin en tant qu'émotionnel, et tu vois. Mais la présence, c'est compliqué ce mot présence. Je ne pense pas que ce soit le meilleur. Et le courant facilitatif, tu le combinerais comment? Eh bien, il est au milieu de tout ça, en fait, puisqu'il fait les deux. C'est sans doute le courant, enfin, qui est à l'équilibre. C'est-à-dire que, après, ça va être plus ou moins selon le médiateur, mais il serait au milieu de tout ça, finalement. C'est-à-dire qu'il est à la fois sur l'objet et la relation, à la fois sur le processus et la solution. Selon le médiateur, il va être plus ou moins présent et plus ou moins directif, mais il y a une certaine directivité, justement, dans la pose du cadre, etc. Une question, si tu permets, quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut parler d'empathie, parce qu'effectivement, tu n'as pas mis l'écoute empathique ou c'est quelque chose qui va de soi. Alors, c'est très bien parce que ça introduit ma prochaine slide que j'aime beaucoup, mais qui est… Ah, tiens, c'est bizarre, j'ai pas le… Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette slide, c'est la méthode U. Normalement, je ne sais pas pourquoi ce soir, ça ne le fait pas. On verrait… Ah, peut-être… Si, attendez. Non, mais ça… Oui. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, justement, c'est la méthode de presencing, donc la présence à l'autre et à la vie, on va dire, de Otto Scharmer, et qui s'est beaucoup développée, la méthode U. Normalement, vous devriez voir un U. Peut-être qu'il va… Normalement, il se met, mais je ne sais pas pourquoi. Non. Okay. Et donc, il y a direct… Quand tu parles de présence, excuse-moi, parce qu'il y a une question justement liée à ça. Est-ce que la présence à l'autre, elle passe aussi par la présence à soi? On pourrait dire, est-ce que l'empathie passe par l'auto-empathie? Tout à fait. Mais dans la présence, que j'appelle, on est encore à un niveau plus profond que l'empathie. C'est ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire, dans cette méthode, Otto Scharmer a distingué différents niveaux d'écoute. Le premier, c'est l'écoute. Vous savez, il y a quelqu'un qui vous dit « oh ben, moi, j'ai été malade de ça. Ben, moi aussi. » C'est-à-dire que automatiquement, l'autre dit quelque chose et on est chez soi. Ça, c'est une reproduction, c'est une écoute à partir de soi. Et puis, il y a l'écoute des faits, qu'il appelle l'écoute de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas trop l'intérieur de la personne. Il y a des faits, j'ai fait ça, on va peut-être reformuler. Et puis, il y a l'écoute de l'intérieur, qui est l'écoute empathique, et effectivement, qui passe par l'auto-empathie aussi. Et je pense, et moi, dans le chemin de médiation, c'est ça qui m'intéresse, c'est que je pense qu'on peut toujours écouter plus profondément. Par exemple, l'écoute active, c'est quelque chose que j'utilise plus trop parce que pour moi, c'est une technique presque. Alors, empathique, je préfère. Hein. Mais dans l'écoute, qu'il appelle l'écoute générative, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas en grande présence à l'autre. Il n'y a même pas besoin de mots là, en fait. Et je pense, voilà, c'est une écoute profonde. Moi, j'appelle ça l'écoute profonde.
profonde, c'est-à-dire quasiment d'inconscient à inconscient? Ouais, peut-être. J'ai envie. C'est terrible parce que moi, je le fais de ventre à ventre. Mais, je sais Oui, voilà, d'accord. mais ça dépend si tu. D'inconscient à inconscient. En tout cas, être vraiment dans le monde de l'autre. Mais plus fort que l'empathie. Et ça demande de. Peut-être. C'est là où il n'y a plus trop besoin de mots. Alors, est-ce qu'il faut faire ça en médiation? J'en sais rien. Moi, personnellement, ce chemin d'approfondir mon écoute m'intéresse. Si on est en écoute empathique, c'est déjà très bien. Il y a une question, c'est est-ce qu'on pourrait l'appeler l'écoute performative? Moi, ça ne me parle pas trop. Oui. Parle pas trop parce que je ne suis pas trop dans la performance. Ouais. Vraiment une écoute profonde. C'est le mot qui me parle le plus, mais effectivement, on peut. Alors, oui, il l'appelle générativité, la créativité, mais au sens propre du terme. C'est-à-dire on va trouver des ressources dont on n'avait pas conscience avant, en fait, et qui permet une vraie créativité et un vrai changement, enfin un changement encore à un niveau beaucoup plus puissant. Mais bon, c'est juste pour avoir des repères et dire ce schéma qu'on peut toujours approfondir notre écoute et que je pense que oui, on peut toujours apprendre des techniques nouvelles de médiation, des outils, etc. Mais qu'ils sont au service, pour moi, du processus et du dispositif de médiation, mais ils ne sont qu'au service. Et finalement, ce qu'on peut toujours affiner et approfondir, c'est notre posture, notre présence à l'autre. Et c'est là où est le chemin. Alors, je fais un peu de pub là. Donc, tu passes, si tu veux bien, à la prochaine diapositive, j'aurais deux questions. La première sur la présence, est-ce qu'on peut dire que la présence, c'est être distinct et pas distant? La présence, oui, distinct et pas distance, oui. Et la deuxième, c'est est-ce que l'écoute générative, c'est quand on ramène les personnes à leurs émotions et besoins profonds? Alors, on est entre empathique, c'est difficile de les. Dans les émotions, il y a beaucoup l'écoute empathique. Après, elle est plus profonde. Je pense qu'ils parlent aussi de choses spirituelles là, dans leur truc. Donc, on peut toujours. Je ne sais pas, il faut que chacun trouve les mots. Je n'ai pas forcément de réponse. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on peut toujours écouter encore mieux, encore plus fort, encore plus profond. Est-ce que du coup, il y aurait un lien? C'est une autre question. Les questions fusent là en ce moment. Est-ce que l'écoute active serait le fruit de la présence? Donc, plus je serai dans la présence, plus je serai en capacité d'écouter de manière active. Enfin, ce qui me gêne. Empathique, pardon, l'écoute empathique. Empathique, oui, oui. Et je pense qu'on peut aller encore plus loin. Ce que dit ce schéma, c'est qu'on peut aller encore plus loin que l'écoute empathique. Mais comme je dis, l'écoute empathique, c'est déjà beaucoup. C'est qu'on est présent, qu'on a fait d'auto-empathie, qu'on est vraiment présent à l'autre. Déjà, c'est déjà beaucoup. Et j'ai une question aussi. Est-ce que tu pourrais expliquer au niveau de l'écoute 4 de la source, ce qu'est le déplacement identitaire? C'est ce que tu voulais dire quand je me porte vraiment. C'est-à-dire que ça permet vraiment pour moi une créativité et de vraiment un changement. S'il y a le changement de niveau 1 dans l'écoute 1 et 2, on va provoquer des changements de niveau 1. Peut-être dans l'écoute 3, si je prends les termes systémiques, un changement de niveau 2. Mais là, je pense qu'il y a un autre type de changement où des gens vraiment se transforment en fait. Il y a une transformation. Et je pense que Jacqueline Morino aborde cette question avec d'autres termes en fait. Alors pour expliquer peut-être aux personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément férues de systémisme, c'est qu'un changement de niveau 1, niveau 2. Changement de niveau 1, tu me corrigeras si je me trompe, c'est par exemple quand on appuie sur la pédale d'accélérateur, donc on augmente la vitesse. Changement de niveau 2, c'est quand je passe le levier de vitesse. Voilà. Et alors, changement de niveau 3, je m'envole. Voilà. Ce sont les voitures. Mais c'est juste pour avoir j'aime bien donner des perspectives, que ça ne s'arrête pas. On peut dire que l'écoute empathique, on peut toujours l'approfondir, en fait. Ce n'est pas une étape, ce n'est pas une arrivée en soi, en fait. Et du coup, ce qu'on peut dire, c'est que les gens, de plus en plus, peuvent avoir le choix de toutes ces médiations. Là, je vous mets c'était l'affiche des 30 ans de la PMF, du colloque de la PMF, sur la forêt de compétences. Alors, c'est un peu humoristique parce que vous avez alors, lequel on choisit? Humaniste, créatif, négociatif, transformatif, sympathique,
alternatif, etc. Alternatif. Et je m'aperçois que finalement, moi, je trouve cette offre de médiation, parce qu'on est tous différents, singuliers, ça permet d'ouvrir l'offre. Il y a une dizaine d'années, quand les gens me disaient je cherche un médiateur familial ou autre dans telle ville, je disais voilà, je connais, même à Paris, je sais pas, je disais celui qui me semblait vraiment un bon médiateur. Et maintenant, depuis quelques années, je dis mais quel type de médiateur ils veulent? Est-ce qu'ils souhaitent plus travailler sur leur relation? Est-ce qu'ils souhaitent trouver des solutions rapides et efficaces? Est-ce qu'ils souhaitent aller en association libérale? Donc, du coup, je pense que grâce à notre diversité, parce que je pense que notre diversité est très importante, on peut offrir vraiment des médiations différentes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir en parler et de les caractériser. Alors, c'est sûr, si je dis aux gens médiation transformative, médiation humaniste, ils ne vont pas comprendre. Mais toutes ces médiations, elles ont des caractéristiques, et les médiateurs aussi, et que, voilà, je pense qu'il peut y avoir un vrai choix. Bien, ton souhait aussi, ce serait que les médiateurs exercent avec une forme de conscience au regard des choix qu'ils peuvent faire eux-mêmes dans les propositions de tel ou tel type de courant, tel ou tel type de style. Et puis, alors surtout, et je n'ai peut-être pas assez stressé ça, le meilleur intervenant, et en l'occurrence le médiateur, c'est celui qui est au plus proche de qui il est. Il faut une sorte de cohérence, c'est très important, vraiment. Je ne pense pas qu'on peut essayer de faire autre chose. On prône l'authenticité en médiation, et c'est vrai pour le médiateur aussi. Il faut vraiment que je sois au plus proche de qui je suis, en fait. Ça me paraît important. Et du coup, pour moi, comme je vous ai dit, c'est un chemin, et j'aime beaucoup cette strophe d'un poème de Machado. Marcheurs, ce sont tes traces, ce chemin et rien de plus. Marcheur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se construit en marchant. En marchant se construit le chemin, et en regardant en arrière, on voit la sente que jamais on ne foulera à nouveau. Marcheur, il n'y a pas de chemin, seulement des sillages sur la mer. Et voilà, j'avais envie de vous souhaiter un bon chemin, parce que c'est un beau chemin, la médiation. C'est vraiment, on a de la chance. Voilà. Merci infiniment, Marianne, pour cette conférence qui s'appuie sur un PowerPoint qui a permis beaucoup de questions interactives. Donc, même si tu ne voyais pas les personnes, j'essaie de te relayer au maximum toutes les questions qui fusaient et qui vont peut-être encore continuer. En attendant, ça fait à peu près 1 heure, on a encore un petit peu de temps. Et j'aimerais bien, moi, te poser quelques petites questions. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que d'habitude, on a tendance à distinguer couramment. C'est vrai que je le faisais avant. Donc, moi, j'ai appris quelque chose ce soir, et je pense que je formerai autrement à la médiation. J'avais tendance à dire qu'il y a la médiation qui est centrée sur les personnes et la médiation qui est centrée sur le problème ou sur le différent. Et là, on voit qu'il y a au moins, et je trouve que c'est intéressant de considérer qu'il y a 3 courants, donc évaluatif, une médiation évaluative, facilitative ou transformative, et puis également les styles que tu proposes en lien avec ces courants, et 4 oppositions majeures, selon qu'on ait une plus ou moins grande présence, une plus ou moins grande directivité, qu'on soit plutôt processus interne, ça c'est très important, et ça m'amène à réfléchir aussi à toutes les définitions de la médiation qu'on trouve et qui parlent de processus de médiation. C'est peut-être pas tout à fait adéquat. Donc, 3e opposition majeure pour les styles, processus, solution, et la 4e qui serait relation, objet. Comme tu l'as dit, ce ne sont pas des oppositions dogmatiques, chacun, c'est une façon d'éclairer sa manière d'être et sa manière de faire, et l'essentiel, c'est de pouvoir cheminer et d'ouvrir à des perspectives d'évolution. Et puis, ce qui est important, c'est de les voir comme un continuum, en fait. On n'est pas ou ça ou ça. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a de l'hybridité. Oui. Même si certaines personnes, tu l'as montré, se réclament puristes. Oui, il y a des puristes. Bon, donc ce n'est pas un problème. Le tout, c'est vraiment de pouvoir faire les choses en conscience
et donc d'être au clair avec le choix que l'on fait. Et tu disais tout à la fin, faire en sorte que le choix que l'on fait soit le plus cohérent, on pourrait dire congruent, avec la personne que je suis en tant que médiateur. Et ça rejoint le deuxième ouvrage de Jacqueline Morino, le médiateur de l'âme. C'est qu'on est avant tout médiateur de soi-même, avec soi-même et pour soi-même, en réalité. C'est un cheminement, moi ça me fait beaucoup penser à la posture socratique d'Ignotis et Ottone, connais-toi toi-même, c'est-à-dire que, in fine, l'essentiel, c'est de se connaître. Alors, comment est-ce que le médiateur peut se connaître? Ça donnera peut-être lieu à un autre webinaire. Oui. Donc, j'avais une ou deux questions à te poser. Tu as dit au tout début, on a un sacré pouvoir, même si on n'a pas de pouvoir de décision. Et après, dans les différents styles de médiation, notamment la transformative, j'ai très faible directivité. Oui. Donc, est-ce que le médiateur de style dans le courant transformatif a un sacré pouvoir? Et si oui, lequel? Oui, moi je pense parce que bien sûr il est moins évident. Il est moins évident puisque je ne vais pas dire aux gens quoi faire, je ne vais pas leur dire il faut vous parler comme ci, comme ça. Donc au sens premier du pouvoir, ça ne se voit pas. Mais en même temps, il y a une grande influence, je dirais, sur la façon d'être. C'est notre façon d'être qui est je ne sais pas si je peux l'appeler pouvoir, mais oui, une influence, c'est sûr. Et comme je te dis, moi, comme je disais tout à l'heure, moi, je me dis que mon intention, parce qu'il y a un pouvoir d'intention aussi. C'est-à-dire j'ai l'intention que les gens s'en sortent, que les gens se transforment, que les gens arrivent à reprendre de la puissance en eux. Donc, toutes ces intentions, c'est des, je ne sais pas si on peut l'appeler pouvoir, mais elles ont de l'influence en tout cas. Et quel pouvoir, du coup, le médiateur a sur lui-même? Quand tu parlais tout à l'heure de congruence. Tu ne dis pas congruence, pardon, tu disais authenticité, moi je traduisais par congruence. Est-ce que le médiateur a un certain pouvoir sur lui-même? C'est proche de Rogers, hein, c'est la congruence, oui. Tout à fait. Eh ben, il faut repérer ce qui se passe en nous. C'est comme l'auto-empathie, il faut repérer ce qui se passe en nous aussi. Hein. Il faut d'abord être avec nous-mêmes, en fait. Et du coup, j'aimerais te poser une question plus personnelle, c'est-à-dire qu'on parlait donc du processus qui va s'opérer chez les personnes ou de la transformation interne qui va s'opérer chez les personnes dans le courant transformatif. Est-ce que toi, tu as pu expérimenter que les médiations que tu as pu faire depuis donc 30 ans bientôt, eh bien que ces médiations avaient transformé quelque chose en toi? Et si oui, si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce que ça a transformé en toi? Ben, moi, c'est petit à petit, hein, parce que j'ai encore beaucoup de chemin. C'est ce que je disais. La médiation, oui, elle m'aide à transformer, à être plus proche de moi, à l'écoute, peut-être plus tranquille, plus confiante. Oui, elle nous donne ce fameux empowerment, en fait. Et c'est ça que... Alors là, j'aborde un peu quelque chose, c'est-à-dire, mais c'est un chemin, c'est pas, je ne deviens pas tout d'un coup... tout vient avec moi-même et puis j'ai des moments aussi de lassitude, des moments de découragement, etc., comme tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que je suis plus présente à moi-même, plus tranquille et c'est un chemin agréable, hein, je dois dire. Et ce que je voulais dire, puisque tu parles de ça, oui, c'est ce fameux empowerment, c'est-à-dire je me sens plus tranquille, j'y vois plus clair, c'est plus facile pour moi de prendre des décisions, j'ai moins le trac quand je vais faire une intervention, par exemple. Des fois, c'est étonnant, tu te dis, mais pourquoi tu n'as pas peur là? C'est pas possible. Tu devrais avoir un petit peu, ou alors tu es inconsciente, il y a une petite voix qui me dit ça, tu vois. Ce qui est important dans ce type de médiation, puisque tu m'en donnes l'occasion, c'est qu'en médiation facilitative, on incite à la reconnaissance. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un est très en colère et on va le laisser exprimer tout ça. Il y a beaucoup de méthodes facilitatives qui laissent exprimer les émotions, etc. Et puis, parfois, trop vite, le médiateur va se tourner vers l'autre et dire « Vous saviez qu'il était si en colère ?» C'est-à-dire qu'il incite à la reconnaissance à un moment où les gens ne sont pas prêts. C'est-à-dire qu'on devance les gens. Ce que j'aime dans la médiation transformative, c'est qu'on suit les gens là où ils en sont. Donc, c'est une posture très différente.
Je les soutiens dans ce qu'ils viennent faire, mais je ne les guide pas où ils vont. Parce que quand je demande à l'autre, vous saviez qu'il est si en colère? La réponse, c'est quoi? Je vais te demander à toi, Catherine, parce qu'il va dire. En plus, là, je suis très gênée parce que c'est une grosse tendance que j'ai de faire ce genre de Mais choses. Donc, je suis en train de m'interroger en me disant, mais mon Dieu, je fais peut-être n'importe quoi. Non, tu ne fais pas n'importe quoi, tu fais du facilitatif. Mais pourquoi pas, hein? Et c'est à toi de voir, peut-être tu vas, après ça, quand tu auras suivi la formation transformative, tu vas continuer à le faire. Mais si c'est bien pour toi, il n'y a aucun problème. Donc, cette personne, elle dit oui, et le mot qui vient après, d'après toi, c'est quoi? Je sais qu'il est si en colère, mais. Mais, c'est vrai. Le oui, mais, c'est un non, communication. Ah oui. Ça veut dire que je lui demande quelque chose qu'il n'est pas en capacité de faire. C'est-à-dire que je l'incite, je me dis, ces gens-là, il faut qu'ils se reconnaissent mutuellement. Ça, c'est un objectif de toutes les médiations. Le jour où ils se reconnaissent mutuellement, il n'y a même plus besoin d'écrire des accords, hein, grosso modo. Mais je lui demande avant. Or, il ne sera pas en capacité en général de le faire avant qu'il ait repris une certaine puissance personnelle, une certaine tranquillité, une certaine clarté. Donc ça, c'est une des grandes différences. Alors moi, qui a changé quand j'ai appris la médiation transformative, parce que je ne fais plus ça. Parce que je sais que si quelqu'un se relève sur sa chaise, automatiquement, il va s'ouvrir à l'autre. Si je n'ai pas confiance en moi, si je n'y vois pas clair, si j'en peux plus, je suis fermée. Dès qu'un médiateur, donc c'est pour ça que c'est le médiateur qui donne la reconnaissance. En fait, pourquoi j'aime ce courant, c'est que le médiateur anime le dispositif de médiation dans son sens pur. C'est-à-dire, la seule chose qu'il fait, c'est je suis en présence à l'un. Je suis avec l'un en présence de l'autre. Je suis en présence de l'autre. Je suis avec l'autre parce que si je suis en présence de l'un, je suis avec les deux et je me retire. Mais jamais j'incite à ça parce qu'en fait, ils ne sont pas prêts. C'est un petit peu le changement de paradigme dont tu parlais tout à l'heure, qui constitue la médiation transformative. Réel changement de paradigme. Parce que je suis plutôt que devancer les gens. Du coup, le fait de ne pas poser de questions, si j'ai bien compris. Oui, parce qu'en fait, toute question est inductive. Alors nous, en médiation facilitative, on dit les questions fermées. On ne fait pas de questions fermées quand même. Donc, on pose des questions ouvertes. Mais la plupart du temps, et d'ailleurs c'est une méthode de John Haynes disait ça, en médiation facilitative, résolution de problème, il disait, vous faites une hypothèse et après vous posez la question. Donc, moi je vous invite à faire votre autocritique, ça c'est très inductif. Je fais l'hypothèse qui pense ça parce que, et je vais lui poser la question correspondante. Mais pourquoi pas, si on pense que les personnes ont besoin d'être guidées, il faut faire ça. Donc, c'est pas à retirer. Si mon intention, c'est de les guider, je vais poser des questions. Et si je considère qu'il y a des malentendus, par exemple, et que cet espace de communication sert à lever les malentendus, je demande à l'une des personnes, vous saviez que, en fait, il avait fait ça pour telle raison et non pas pour ce que vous aviez imaginé. Ça, c'est polémique. Facilitatif. Non, c'est pas polémique, c'est facilitatif. D'accord. Je ne veux surtout pas mettre de jugement de valeur, même si moi, je suis autre part, j'ai envie de faire autrement, et je l'ai essayé et je trouve que ça fonctionne. C'est facilitatif. D'accord. En médiation transformative, ce genre de questions, on ne les pose pas. Il n'y a pas de questionnement. La seule question qui existe, c'est pour vérifier ce que les gens veulent faire après dans l'espace de médiation. Par exemple? Par exemple, ils ont parlé, par exemple, ils ont abordé des sujets. Alors, je vais dire, vous avez parlé de la haie. Vous, monsieur, vous dites que vous voulez qu'elle soit coupée. Et vous, monsieur, vous dites qu'il n'est pas question de la couper. Vous avez aussi parlé du cri des coqs. Monsieur, vous avez dit que vous étiez prêt à enfermer vos coqs le matin. Et monsieur, vous êtes très content de cette solution. Vous avez aussi parlé des enfants qui viennent dans votre jardin et vous vous êtes mis d'accord, ça s'appelle un résumé, pour que ne pas les laisser sortir avant 10 heures.
Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Mhm. Et vous voulez continuer la médiation? Est-ce que vous avez besoin de parler d'autres sujets? Est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez continuer sur un de ces sujets? Donc, la seule question qu'on pose, donc c'est très puriste, là, hein, c'est sur le déroulement de la médiation. Mhm. Avec Mhm. l'idée maîtresse, c'est que les gens, ils nous montrent avoir 2 heures de leur conflit. Je ne suis pas là après, donc je ne pose aucune question de l'extérieur. Mais c'est l'idée qu'ils ont pris du pouvoir en eux, etc. Voilà. Mhm. Mhm. Et D'accord. quand on le fait rigoureusement et quand je donne la formation, je la transmets sous forme puriste, hein, de toute façon, pour que les gens essayent. Est-ce Voilà. que j'ai une autre question qui vient sur la médiation transformative? Est-ce Oui. qu'elle est envisageable pour un collectif? Oui, elle se fait en collectif puisqu'elle a été très utilisée dans le dialogue, ce qu'ils appellent dialogue aux États-Unis, entre des dialogues territoriaux ou entre différentes, dans des communautés, ce qu'ils appellent les communautés. Oui. Est-ce que, ça c'est une question que je poserais, est-ce que donc, dans n'importe quel domaine apparemment, c'est N'importe possible quel domaine. d'utiliser, et dans quel que soit le degré d'intensité du conflit ou de la violence dans le conflit? Tout à fait. Alors là, c'est une chose qui m'a surprise. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'avais traversé l'Atlantique. Et puis, on a fait venir, parce que si moi, j'ai initié la médiation transformative en France et après en Europe, il y a John Peter Weldon, qui est un Québécois anglophone et francophone, qui m'a beaucoup poussé avec d'autres à le développer. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti euh, il y a 2 ans, en mai 2018. La médiation transformative, c'est chez RS, une approche non directive du conflit. Et à cette occasion, on a fait 2 choses. On a fait une conférence au CNAM, que vous pouvez retrouver sur le site du CNAM. Et on a invité un Américain pour faire des masterclass. Donc, il y avait tous les gens qui avaient eu, on avait une trentaine, une quarantaine de personnes. On a suivi des masterclass avec un Américain pour le haut conflit. Comment on accompagne le haut conflit? Parce qu'effectivement, c'est la question qui se pose. Et on a beaucoup avancé parce que, voilà, on a beaucoup avancé, mais il fallait déjà connaître un peu ce que c'était que la médiation transformative. Donc toi, Oui. tu as expérimenté que c'est possible dans tous les domaines. Si on n'a pas trop peur. Il faut être D'accord, très d'où à le l'aise fait de avec bien se eux. connaître. Eh oui. Mhm. Parce que comme tu disais au tout début, quand je sens que j'ai peur, c'est là où je deviens directive. Ça, c'est ce que j'ai repéré en moi. Tu vois, par exemple, dans le chemin, ben, j'ai repéré ça. Et je continue à le faire des fois. Et c'est OK. Hein. C'est pas grave. Hum, hum. Nobody's perfect. Alors, les dernières questions, parce qu'il est déjà bientôt 30. Mhm. Une question sur quand est-ce que tu as senti ce besoin de devenir la médiatrice plutôt que l'avocat? Je n'ai pas compris que tu étais avocate avant, mais bon, Je ne suis pas avocate. c'est quelqu'un qui est avocate et qui est récemment médiatrice et qui sont un petit peu dans une forme de confusion D'accord. entre la posture de médiateur et la posture d'avocat. Est-ce que c'est quelqu'un qui a, il faudrait qu'elle nous en dise plus parce qu'elle a dû avoir une formation en médiation, j'imagine. Hein. C'est vrai que c'est une posture très éloignée et que, de toute façon, je pense que quand on fait, mais ça c'est vrai pour tous les types de médiation, quand on devient médiateur, il faut se rééduquer de notre ancienne posture. Hein. Hum, Euh, bon, même on pourrait imaginer que les psychologues, les psychothérapeutes, il y a moins à faire mais en fait c'est très difficile parce qu'ils sont dans l'écoute de l'un. Mais écouter 2 personnes, c'est très difficile pour ceux qui sont psychothérapeutes, par exemple, et ils sont très à l'aise à écouter une personne. Et écouter une personne en présence de l'autre, il y a un malaise, en fait. Les enseignants, ils ont l'habitude de savoir, les avocats aussi, c'est des experts. Enfin, on a chacun une rééducation à faire. Et peut-être mon propos, c'est que cette rééducation, on peut la continuer encore, mais tout le monde le sait, les médiateurs savent que, je pense tous que ça nous fait grandir. Voilà. hum. Il faut abandonner nos certitudes, peut-être. Ça nous fait grandir et ça transforme quelque chose en nous. Transformer. Oui, c'est ça. Oui, j'aime bien Hum. ton mot. Transforme. On va devoir conclure parce qu'il est bientôt 30. Donc, D'accord. merci infiniment, Marianne. Moi, personnellement, je me suis régalée. J'ai Ah, appris je suis plein, contente. plein, plein de choses. Contente. Et j'ai beaucoup apprécié cette interactivité grâce à toutes les questions que vous avez posées. Donc, je vous remercie pour toutes les questions que vous avez posées. Et j'espère que ça a, comme pour moi, transformé quelque chose déjà pour vous. Moi, moi aussi.
Alors, donc là, en fait, on a 2 webinaires dans ce mois de novembre. Ce webinaire, grâce à toi, Marianne, qui est au tout début novembre. Et puis, fin novembre, on a un autre webinaire auquel tu es inscrite, d'ailleurs, j'ai appris ça tout à l'heure, sur les écrits en médiation, avec Nathalie Frissero, qui est comme toi une star. Donc, on a beaucoup de chance au CEMA. Pour l'instant, on a beaucoup de stars avec nous. Donc, ça va nous éclairer. Et ce sera les écrits en médiation le 28 novembre, samedi 28 novembre à 18h, comme d'habitude, avec Nathalie Frissero. Donc, encore merci infiniment, Marianne, parce que je sais que tu n'es pas toujours très à l'aise avec la distance, surtout que là, il n'y avait que moi face à toi. Mais heureusement, il y avait toutes ces questions de la centaine de personnes qui étaient présentes avec nous. Donc, merci à tout le monde. Encore merci à toi. Bon courage aussi à tout le monde dans cette période de très, très grande transformation qui ne nous laisse pas forcément le temps d'avoir ce processus interne dont tu parlais. Ça change à une telle vitesse que c'est peut-être un petit peu compliqué de pouvoir incorporer tout ça en nous et d'être à l'aise. D'où l'intérêt aussi du travail que l'on fait en médiation qui peut peut-être nous aider dans cette période de crise quasi quotidienne à maintenir malgré tout un certain chemin et pouvoir continuer à avoir l'impression de cheminer et de ne pas être dans un chaos permanent. Mais ça nous oblige aussi à cheminer, ce qui se passe en ce moment. Ça nous oblige aussi à cheminer. C'est là où je trouve personnellement que la médiation est extrêmement précieuse parce que c'est un des rares espaces où il peut y avoir encore un débat, une rencontre, un dialogue, une écoute et un cheminement intérieur. Vous me direz, je prêche pour ma paroisse. Peut-être, oui, c'est vrai. Bah, écoute, t'es chez toi. C'est ce que je connais le mieux. Oui. Et pour cause. Bon, merci encore. Merci infiniment, Marianne. C'était un délice. Ceux qui voudraient en savoir plus, vous pourrez avoir Marianne en direct, en présence, en espérant que ce sera possible, sur Paris, les 29 et 30 janvier, puisque Marianne donnera une formation d'initiation à la médiation transformative. C'est normalement directement sur le site du CEMA, phores.org, pour ne pas confondre avec d'autres CEMA, un petit peu plus militaires. CEMAFORE.org, sur lequel vous aurez aussi le podcast de cette conférence avec la vidéo, comme l'ensemble des podcasts de nos séminaires, de vos webinaires, et le PowerPoint que beaucoup de personnes ont demandé. Donc, merci Marianne aussi de bien vouloir le partager, sachant qu'on vous le rappelle, c'est un PowerPoint qui restera à usage personnel. Et peut-être aussi d'autres documents si tu souhaites en joindre concernant la médiation transformative. Donc, si vous voulez en savoir plus et pouvoir échanger en direct avec Marianne, 29 et 30 janvier 2021. D'ici là, le prochain webinaire avec Nathalie Frissero, les écrits en médiation le 28 novembre. Et j'allais dire, je vous embrasse à distance. Je suis très, très contente. Voilà, je suis très joyeuse. Je suis ravie de ce webinaire. J'ai adoré ça. Voilà, donc je suis contente. J'espère que tout le monde est aussi content. Et encore, merci Marianne. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Au revoir.